On va démarrer avec effectivement la question d'aujourd'hui, à savoir faire science. Faire science et essayer de comprendre ensemble comment intégrité et sciences ouvertes peuvent produire, je dirais, une meilleure science au bénéfice de tous. C'est pas évident. Après tout, intuitivement, on se dit, mais oui, si la science est ouverte, ça va améliorer l'intégrité. Et si, d'un autre côté, on a une intégrité qui est effectivement mise en œuvre dans les équipes de recherche, on va dire, mais il n'y a rien à perdre à avoir une science ouverte. Moi, je pense que ce n'est pas évident. D'ailleurs, il n'y a aucune étude, à ma connaissance, sérieuse qui le démontre. Donc, c'est quelque chose à faire. Je suis ravi, au passage, d'apprendre que le HERS ouvre sur HAL ses archives, parce que j'ai toujours pensé, depuis peu, remarquez, ça fait 3 ans que je m'intéresse vraiment à ces sujets-là, mais j'ai toujours pensé qu'une recherche sur la recherche était indispensable. Et que donc, dans ce domaine-là, avoir des outils pour pouvoir travailler, des outils solides, des outils nombreux, c'est vraiment extrêmement intéressant. Donc voilà, nous nous posons aussi des questions parce que la manière de produire de la science a changé. Alors là, je vous ai marqué ce qui est indiqué comme traditionnel. En fait, quand j'ai commencé à faire la recherche il y a plus de 40 ans, c'était même pas ça. On n'avait pas pour trouver, analyser, écrire, publier, communiquer, évaluer les outils qui sont indiqués ici, que vous avez peut-être du mal à voir. Mais ces outils ont évolué. À l'heure actuelle, on peut faire appel à des outils de base de données beaucoup plus larges que celles qui étaient antérieurement disponibles pour les chercheurs, qu'il s'agisse de la découverte, du data mining, qu'il s'agisse de la possibilité de publier dans des journaux ouverts depuis finalement relativement peu de temps comme PLOS. Le premier, c'est pour ça que je l'indique. Et donc, notre manière de faire de la science, du fait des techniques de numérisation, des techniques de grandes données, de données même massives, a fait complètement évoluer notre métier. Et la science ouverte, ce n'est pas uniquement, on en parlera beaucoup bien sûr, mais ce n'est pas uniquement l'accès libre à des publications. C'est certainement important, c'est ce qu'on appelle open access, qui a été indiqué comme quelque chose d'obligatoire lorsque le financement provient de la communauté, de l'Union européenne en 2012, mais c'est aussi l'accès libre aux données brutes de la recherche à partir du moment où elles sont produites par un financement d'origine publique. Ces données de recherche, que l'on va appeler FAIR data, dans un instant, et je dirai pourquoi, elles doivent être diffusées de manière structurée. Et vous le savez, il y a à l'heure actuelle la possibilité d'utiliser une licence ouverte qui garantit le libre accès et la réutilisation par tous. C'était un progrès très important, sans restriction, ni technique, ni juridique, ni financière. Enfin, toujours dans la science ouverte, le troisième élément, c'est open source, qui est l'accès libre au code de calcul, aux algorithmes, aux logiciels. Et ceci a été mis en place notamment à l'INRA ou à l'INRIA, pardon, où toute l'évaluation de la recherche, ai-je appris, se fait à partir des données que l'on peut retrouver en open source. C'est une manière simplifiée finalement de faire l'évaluation des équipes. C'est dire à quel point ces outils sont performants, mais en même temps, vous voyez tout de suite la différence entre les communautés de sciences humaines et sociales jusqu'aux communautés utilisant le digital essentiellement. Alors, les attendus d'une science ouverte, c'est ceux qui ont déjà été indiqués dans l'introduction faite par Christine Clérici et par Michel Cosnard. Partager la connaissance et la démocratisation du savoir, bien sûr. Mettre à la disposition les protocoles de recherche, les codes, réutiliser les données. Accroître la reproductibilité des sciences, c'est particulièrement vrai dans les sciences entre guillemets molles, comme les sciences de la vie, disons les life sciences et les sciences humaines et sociales, l'attribution d'une découverte, mais aussi lorsqu'il y a suspicion de manquement à la rigueur scientifique, de manquement à la conduite intègre de la science, on peut, avec les données et sources, pouvoir
vérifier ce qu'il en est, bref, pouvoir instruire un dossier lorsqu'il y a allégation d'inconduite scientifique. Alors, ce qu'on appelle les données qui nous intéressent, les données sur lesquelles on peut donc retrouver les éléments essentiels du produit scientifique, ce sont des données que maintenant on appelle FAIR data. FAIR, facile à retrouver, accessible et si possible ouverte, interopérable, c'est important, interconnectable et réutilisable. Donc à l'heure actuelle, par exemple, nos collègues néerlandais qui sont toujours très en avance, enfin qui montrent souvent, en tout cas en Europe, le chemin, ne parlent plus de open data, mais de fair data, pour dire que, pour les qualifier de cette façon-là, de façon plus précise encore que par open data. Alors, il faut voir que maintenant, si on vient sur les publications, les chercheurs sont en droit de s'inquiéter de la manière dont les éditeurs disposent de leurs données. En effet, nous leur livrons les données de la recherche, les éditeurs s'occupent de l'évaluation, ils conservent les données, ils les gardent, ils sont en même temps maîtres des outils bibliographiques. L'écriture est aussi naturellement leur domaine. Ils assurent la publication et ils peuvent ou non mettre ces données en archives ouvertes. Mais ce qui est important à considérer, c'est que finalement la propriété intellectuelle des articles et des services qui sont liés à ces articles produits, finalement, sont en grande partie réglés et gérés par celui qui est l'éditeur. Et donc, il y a en quelque sorte, je dirais, un encerclement, un enfermement du chercheur qui est trop content de publier, d'avoir son article accepté et qui laisse en quelque sorte à l'éditeur le bon soin de gérer la suite. Mais la suite, c'est quand même la propriété des données. Chaque fois qu'on donne un copyright pour une banque de données qui va être réutilisée, on ne se pose pas toujours la question de savoir qui va la réutiliser, dans quelles conditions, si ça va être une réutilisation gratuite ou au contraire payante par celui qui va demander la possibilité de réutiliser les données. Donc de nombreux problèmes sont là sous-jacents qui expliquent la nécessité pour la communauté de s'emparer de cette question. Alors, je ne vais pas rentrer dans les modèles économiques, mais il y a des modèles économiques qui, comme vous le savez, sont variés et qui sont utilisés d'ailleurs de façon différente suivant les domaines de la science. Mais en gros, on a l'accès vert, qui est un accès où les publications ou les données brutes sont accessibles sur archives ouvertes, où les données, lorsqu'elles ont été sujettes à une publication, qui vont pouvoir donc être retrouvées dans cette voie verte après 6 ou 12 mois d'embargo. Une voie dorée où les articles sont, eux, immédiatement accessibles, c'est la différence. Vous voyez à ce moment-là que cette voie dorée nécessite néanmoins, bien sûr, d'avoir quelqu'un qui paye, à savoir ici c'est dans la voie dorée l'auteur, celui qui a rédigé l'article qui va payer. Il y a un modèle qui est naturellement le plus intéressant pour les chercheurs, c'est le modèle dit diamant, où ce n'est pas le lecteur, ce n'est pas non plus celui qui soumet l'article qui paye. Il faut bien que quelqu'un paye, ça, évidemment, mais à ce moment-là, c'est l'institution qui a fait avec l'ensemble des institutions qui peuvent être intéressées par établir un contrat, va faire avoir un modèle économique qui permettra aux auteurs et aux lecteurs d'avoir un accès gratuit au journal. Mais ça, on pourra en discuter si vous le souhaitez ultérieurement. Donc, si on regarde la chronologie de la mise en place de la science ouverte, on peut dire que, pour simplifier les choses, qu'à partir des années 2000, grosso modo, réellement les choses se sont mises en place. J'insiste sur le mémorandum de Barack Obama
en 2009 qui faisait obligation, dans ce mémorandum, de mettre les données de la science financées par les agences fédérales de façon ouverte au public. Donc nous sommes légèrement en retard par rapport à ce mémorandum qui pour autant n'a pas été, je dirais, appliqué de façon immédiate et même encore à l'heure actuelle ne l'est pas complètement, bien sûr. Mais enfin, ça montre la préoccupation déjà ancienne des États-Unis sur cette question-là. Et puis vous avez plusieurs recommandations européennes, je l'ai indiqué à partir de 2012, et notamment là aussi en 2017, une coalition pour avoir accès aux données ouvertes. Alors en France, 2016, la loi pour une république numérique, c'est un peu l'équivalent du mémorandum d'Obama en 2009, c'est-à-dire que tout ce qui est financé par le public, et donc pour ce qui concerne la recherche publique, l'essentiel, eh bien, doit être mis à la disposition de tous. Avec 2016, un avis dans le même sens, bien sûr, de l'Académie des sciences, l'appel de Jussieu que peut-être plusieurs ici ont signé pour une science ouverte et une bibliodiversité. Et en 2018, et là on peut vraiment se féliciter de l'action du ministère, à savoir un plan national pour la science ouverte qui est dirigé par Marin Dacos qui est ici, avec la constitution notamment d'un comité pour la science ouverte et aussi des financements spécifiques et une réflexion sur ce domaine. Avec cette année, et pas plus tard que 2 jours, lors d'une réunion sur la science ouverte à l'Académie des sciences, la lecture d'un communiqué de la ministre qui ne pouvait pas être présente, mais qui faisait mention d'un fonds national pour la science ouverte qui sera donc disponible à partir de cet été. Donc ça c'est important parce que donc il y aura de cette façon-là la possibilité de pouvoir travailler de façon prospective sur la meilleure manière d'utiliser, je dirais, les données de la science ouvertes. Alors, un des points importants, et qui bouge, à mon avis, qui est passionnant, c'est les prépublications. Les prépublications, alors là, les cultures, encore une fois, sont vraiment très différentes. Les prépublications, c'est quelque chose qui est bien connu de milieux mathématiques, physiciens, astrophysiciens. Et donc, depuis à peu près 91, il y a la possibilité de déposer sur des dépôts de données du type Archive ou HAL, Hyper Article Online, des articles. Et donc, vous voyez, il y a un nombre considérable d'articles qui sont déposés là. Et pour un mathématicien ou un physicien, déposer un article dans ce dépôt HAL ou Archive, c'est équivalent pratiquement à une publication. De fait, on ne dépose pas n'importe quoi. Et bien sûr, il y a un comité éditorial qui vérifie qu'il n'y ait pas, je dirais, sur le plan éthique, un problème, et c'est très rapidement réglé. Et les gens du milieu, de la communauté scientifique, physicienne, mathématicienne, peuvent reprendre ces données, discuter avec les auteurs, les améliorer et éventuellement, même pas toujours, les publier. Dans les sciences de la vie, et notamment dans le domaine biomédical que je connais le mieux, eh bien, bioRxiv, d'abord, comme vous le voyez, est arrivé beaucoup plus tard et beaucoup moins utilisé. Néanmoins, il y a réellement un mouvement intéressant en biologie dans le même domaine. Et il y a 48 heures, Thierry Galli expliquait ce qu'il en était avec, par exemple, bioRxiv ou ASAP Bio, qui sont des dépôts ouverts pour, de la même manière qu'en physique et en maths, avoir disponibilité pour les chercheurs en sciences biomédicales ou en sciences biologiques d'avoir accès aux données brutes de la recherche. Et puis, il y a d'autres systèmes qui sont indiqués ici. Alors, pour vous donner une idée sur HAL, voilà un petit peu les chiffres en sciences humaines, aussi bien que dans d'autres secteurs. Vous voyez qu'au passage, en chimie, il n'y a pas énormément de dépôts.
les chimistes sont suspicieux sur la réutilisation des données ou l'utilisation des données dans la mesure où il peut y avoir des problèmes de brevets, etc. Et vous voyez le pourcentage d'open access par discipline tel qu'il est indiqué ici. Je tiens tout cela au passage du travail que Mara Dacos et ses collègues ont fait. Et pour la préparation de cette présentation, je lui dois beaucoup. Ainsi d'ailleurs qu'à Hervé Maisonneuve. Avec par ailleurs d'ailleurs la possibilité, quand on dépose en sciences les données dans ces serveurs de préprint en quelque sorte, vous voyez qu'en vert, vous avez une augmentation de la lecture des articles qui sont ultérieurement publiés par rapport à la ligne, je peux le marquer là, par rapport à la courbe rouge, où c'est le dépôt traditionnel dans une revue. Là, ce qui est indiqué, c'est avant même que l'article soit publié. Vous voyez que l'effet bénéfique d'avoir publié dans une archive ouverte se perpétue. Et là aussi, vous voyez que, là c'est pour bioRxiv, eh bien, vous avez une dissémination de l'information qui est extrêmement rapide par rapport à la lecture traditionnelle des journaux de la spécialité. Donc il y a un avantage, même si encore il y a réticence, on pourra en parler ultérieurement. Alors, je vais rentrer dans un point qui m'interpelle, parce que c'est la recherche clinique, et la recherche clinique pose des problèmes, comme d'ailleurs aussi en biologie, mais particulièrement en médecine, où nous avons une irreproductibilité des résultats. On estime qu'il y a environ 11 à 25% des données qui sont reproductibles et une perte des données de l'ordre de 17% par an. Tout ceci reste, je dirais, relativement à prendre avec précaution, mais il y a manifestement un problème. Les données accessibles dans les revues n'existent que dans moins de 10% des articles, c'est quand même extrêmement préoccupant, avec en plus naturellement les pertes, le temps perdu, etc. Ceci provient d'un rapport du CNRS publié l'année dernière et qui pose réellement le problème. Alors je me suis intéressé à la recherche clinique sur les essais thérapeutiques ou les essais de type cognitif tels qu'on peut les trouver dans ce site qui est important, qui s'appelle clinicaltrials.gov, parce que je crois que c'est un bon exemple de données ouvertes et nécessaires. Qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, il s'agit de pouvoir répertorier de façon accessible à tous les données de la recherche clinique concernant donc les essais thérapeutiques ou non, concernant des patients ou des sujets sains volontaires. Ceci a été poussé par la Food and Drug Administration à partir de 1997 et avec l'idée que tous ces essais, qu'ils soient financés par le public ou par le privé, devraient être mis en ligne, accessibles à tous. Et ceci représente aujourd'hui plus de 300 000 études, 208 pays. Les ressources ouvertes sont gérées par la National Library of Medicine et vous pouvez parfaitement ainsi repérer, si vous êtes un chercheur, un patient ou un responsable d'essai thérapeutique, vous pouvez parfaitement, et c'est assez simple à utiliser, repérer pour un domaine donné, pour une maladie donnée, pour une série de médicaments donnés, repérer les essais thérapeutiques. Le problème, c'est que même si c'est une obligation, si vous avez un produit que vous voulez développer, il faut passer par là. Sinon, la FDA vous permettra pas de continuer le travail. Mais le problème, c'est qu'il n'y a que malheureusement que 50% environ de ces essais dont les résultats sont accessibles, pour lesquels les résultats sont accessibles. Donc ça veut dire qu'il y a une perte relativement importante. D'où vient-elle? Eh bien, elle provient plus des essais financés par le public que par le privé. C'est intéressant de voir que quelquefois on dit le privé, etc., les données sont moins accessibles, moins fiables, etc. Ce n'est pas vrai en tout cas pour les données de la recherche clinique et des essais thérapeutiques où le privé, en tout cas, même s'il ne les publie pas, permet l'accès par clinicaltrials.gov aux données.
C'est ce que résume en gros cette diapositive, en sachant que les publications, comme je le disais tout à l'heure, ne sont pas toujours le reflet exact des protocoles de recherche présentés au départ dans ce site. C'est-à-dire qu'il y a des incohérences, des changements d'hypothèse, des résultats de sous-groupes et donc une manière, je dirais, biaisée et non correcte de présenter les résultats. Donc il y a là un problème, il faut en être conscient. Ceci peut être amélioré, mais en même temps, nous savons que nous devons progresser sur ce sujet-là. Alors je voudrais terminer avec deux choses. Alors là, avec un petit peu de recul, puisque je suis plongé dans l'intégrité scientifique depuis 3 ans ou 4 ans seulement, et je me suis dit, mais ce serait intéressant de voir comment intégrité scientifique et sciences ouvertes progressent. D'abord, je me dis que l'identification et la prise en compte de ces problèmes est relativement tardive. Parce que finalement, ça date en gros des années 2000. Et on a même réellement de façon très précise, avec les chartes, les avis, les recommandations, etc., dans les deux domaines, c'est arrivé en même temps. C'est quand même assez tardif par rapport à la révolution numérique que l'on peut estimer au moins une dizaine, vingtaine d'années avant. La deuxième chose qui m'a intéressé, c'est que c'est un aspect systémique. C'est-à-dire qu'on s'adresse à toute une communauté, pas uniquement aux chercheurs, mais aussi aux chercheurs dans un groupe. On s'intéresse à l'institution, aux chefs d'établissement. On s'intéresse donc à un ensemble, à un système, plus qu'à une catégorie particulière de chercheurs que l'on voudrait en quelque sorte mettre en avant. Il y a, et pour la science ouverte et pour l'intégrité scientifique, des aspects socio-économiques et juridiques. Or, le chercheur de base que je suis n'est ni un économiste ni un juriste. Et néanmoins, ces deux aspects, sciences ouvertes et intégrité scientifique, ont des incidences fortes sur le modèle économique, vous l'avez tout de suite vu, pour la science ouverte, et aussi des aspects juridiques, et pour la science ouverte, comme pour l'intégrité scientifique. Je crois que le point important, c'est de voir la motivation progressive des opérateurs de recherche. Finalement, après un certain temps nécessaire sans doute à l'allumage, il y a maintenant, je dirais, une motivation. L'adoption du plan S en est un bel exemple. Je pense que rien ne se ferait ou ne se fera sans volonté politique. Elle a été particulièrement lente en France à se mettre en place, on peut le dire franchement, en matière d'intégrité scientifique, mais à partir du moment où ça s'est mis en place, maintenant, on a un progrès indiscutable. Comme l'a rappelé Michel Cosner, finalement, l'Office n'a été créé que depuis moins d'1 an, finalement. Donc quand même, on peut critiquer, mais tout de même. Et d'autre part, la volonté politique existe pour la science ouverte, comme je viens de le dire. Et les établissements doivent s'impliquer. C'est quand même c'était pas immédiat, je veux dire, en discutant, en faisant ce rapport avec les chefs d'établissement que je connaissais bien, j'ai bien vu les réticences. Maintenant, elles sont levées ou elles se lèvent. Donc c'est ça qui est important parce qu'il faut qu'elles mettent en même temps en place ces institutions, des ressources, des personnels. Et donc, il y a aussi une logistique qui doit suivre. Et puis, la recherche intègre et la science ouverte, c'est aussi un contexte européen et international. On ne peut pas imaginer une seconde que ceci se fasse sans avoir, je dirais, un accord ou en tout cas une réflexion commune avec nos collègues européens et au niveau international. Car l'évaluation de la recherche qui va reposer sur un grand nombre de critères et d'autre part ces nouvelles méthodes de publication et l'intégrité scientifique ne peuvent se concevoir que sans une réflexion internationale. Alors tout ceci aboutit, je dirais, en pratique à une sensibilisation, à une formation des doctorants, aussi bien pour l'intégrité scientifique que pour la science ouverte. Par exemple, dans l'école doctorale de université, Paris, je ne sais plus, Paris-Sorbonne, je ne sais plus quoi, enfin Paris 6, excusez-moi. L'école doctorale fait obligation d'avoir un module intégrité scientifique éthique, plus un module sciences ouvertes, avec en plus 2 sous-modules. C'est une obligation. Et ça, c'est très intéressant parce que
voilà, ils ont pris en main, je dirais, au niveau de l'école doctorale, ces doubles formations. L'évaluation de la recherche, bon, j'en ai déjà quelques mots. Et enfin, je pense que c'est toujours important d'évaluer ce que l'on fait, évidemment. Et donc, le rôle de la HCERES est absolument crucial ici pour avancer. Alors, je ne crois pas que j'aurai le temps de faire un SWOT. Ça dépend. Si. Moi, j'aime bien les SWOT parce que ça oblige à catégoriser la réflexion à la fin. Donc, moi, je vous propose cette analyse SWOT de la science ouverte. Alors là, vous avez les forces. Je vous laisse les lire, mais puisqu'on parle en même temps d'intégrité scientifique, c'est quand même une bonne manière de savoir à qui attribuer une découverte, la propriété intellectuelle, diminuer fraude et plagiat à partir du moment où les données sources notamment, sont accessibles. D'abord, c'est obligatoire. Et quand elles sont bien accessibles, on peut quand même savoir ce qu'il en est. Et puis, vous voyez naturellement, les choses que j'ai déjà indiquées et qui ont été déjà discutées, la reproductibilité, la conservation des données, etc. Il y a des forces. Mais il y a des faiblesses. Il ne faut pas non plus se dire que parce qu'on a la science ouverte, tout est réglé. On a critiqué l'absence de reviewing. Je pense que la communauté revoit, mais c'est différent suivant les différentes communautés. Hein. Je voudrais bien encore une fois insister. On pourrait imaginer une inflation possible des préprints, mais c'est peut-être une crainte excessive. Il y a un coût variable des APC. Alors, ce que j'ai appris il y a 48 heures dans la séance que nous avons vue, c'est qu'on estime aujourd'hui, nos collègues qui sont spécialisés, qui disent qu'environ une APC devrait tourner autour de 2 000 € en moyenne, s'il y avait un moyen-âge à faire, avec en même temps un intervalle de confiance ou un intervalle large entre quelques centaines d'euros pour certaines revues jusqu'à plusieurs 5 000 6 000 faciles euros dans les sciences humaines, dans les sciences de la vie. Alors, il y a quand même des problèmes. Je dirais, le délai très court à l'heure actuelle que nous avons, nous sommes pressés, puisque c'est à partir de 2020 que l'Europe fait obligation de sciences ouvertes. Là, ça met quand même les choses difficiles pour certaines situations. Il faut arriver à motiver les équipes. Et quel sera le coût global de cette opération ouverte? Difficile de dire, mais bien sûr non négligeable. Alors, il y a des opportunités. Moi, pour nous, en France, il y a une opportunité. C'est que le ministère ouvre, je dirais, la science ouverte et lui donne des moyens. C'est ce que je viens d'indiquer. Alors, utilisons-les. Naturellement, nous sommes maintenant confrontés à la création de ces archives ouvertes, de ces plateformes d'open access, avec en même temps, et j'insisterai peut-être pour terminer, d'ailleurs, ça a été dit dans l'introduction, l'intérêt, je dirais, des chercheurs et du public à la recherche participative, à la recherche hors mur. Ça, c'est un point que je trouve particulièrement intéressant. Et puis, bien sûr, l'opportunité, c'est de pouvoir essayer de combattre les fake news qui sont particulièrement toxiques et virales dans le domaine des SHS et dans le domaine de la médecine ou de la biomédecine. Si nous pouvons avoir au moins la possibilité de nous référer à des données sûres, solides, partagées par le public, ça ne fera pas tout, mais ça permettra quand même, je pense, d'accroître la confiance dans la science. Mais il y a toujours aussi des craintes. Alors, je crois que peut-être que j'ai la multiplication des serveurs d'archives ouvertes, je me suis fait tacler, et je crois à juste titre, par mes collègues sur le fait que, c'était peut-être un faux problème. On peut en discuter. Il peut y avoir le détournement des données à visée commerciale ou idéologique. Alors moi, je dis ça parce qu'à l'Académie des sciences, j'ai des collègues qui sont mécaniciens et qui s'inquiètent de voir que des données de sciences ouvertes qui peuvent être exploitées à des vitesses extrêmement variables, suivant les capacités techniques et financières des pays, font que, et même leur capacité en engineering, font que ces données seront exploitées moins vite en France ou dans des pays européens que, par exemple, dans les pays d'Asie du Sud-Est, comme la Corée, la Chine, bien sûr, etc. Voilà. La protection des données personnelles, ça c'est un sujet évidemment important et qui pourra être discuté, je ne vais pas y revenir.
Je terminerai en disant que le pauvre chercheur est là-dedans et dans tout cela. Alors, le pauvre chercheur, c'est vrai qu'il faut qu'il fasse plein de choses. Il faut qu'il soit intègre, bien sûr. Il faut qu'il soit original. Il faut qu'il publie en open access. Il faut qu'il assure l'ouverture de ses données. Il faut qu'il assure la conservation et l'accessibilité des données. C'est aussi le rôle des organismes, bien sûr. La confidentialité des données. Et puis, qu'il valorise, on le lui demande régulièrement, ces données. Donc, si vous voulez, je crois que, et c'est là-dessus qu'il faut quand même se dire que nous avons besoin, je ne parle pas pour moi, mais je parle pour les jeunes qui travaillent dans les laboratoires, d'être accompagnés, d'être formés, de comprendre ce dont il s'agit. Ce n'est pas du tout évident. Ça nécessite beaucoup d'explications. On a la chance, nous, d'être là. Il faut qu'on répercute cette information. En sachant qu'encore une fois, ces informations et ces données ont une spécificité disciplinaire. Voilà pour terminer. Je crois profondément qu'il y a à l'heure actuelle une érosion dans la confiance et que cette érosion pourrait être, je dirais, combattue avec une science ouverte, plus forte encore, avec une science intègre certainement, mais aussi avec une science participative. J'avais fait cette diapo avant d'entendre Jean-Pierre Finance, mais je crois qu'on partage les mêmes points de vue. Voilà, je vous remercie, j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci beaucoup. Oui, Hervé Maisonneuve, je suis rédacteur scientifique. Monsieur Corvol, est-ce que vous avez des informations sur cette archive ouverte qui n'arrive pas à sortir, qui est purement médicale à Yale, qui s'appelle medRxiv? Ça fait environ 2 ans qu'elle est créée, mais elle n'est toujours pas ouverte parce qu'il y a beaucoup de controverses. Le JAMA est en contre, d'autres revues est en contre. Là, il y a des guerres que je ne comprends pas. Non, je n'ai pas d'informations. Merci Hervé de cette question. Je n'ai pas d'informations sur ce point-là. Ce serait intéressant de comprendre exactement les motivations. Pour moi, le modèle, puisque vous avez cité le JAMA, le modèle de journal, peut-être que les collègues ici ne connaissent moins bien s'ils ne sont pas réellement dans la recherche biomédicale, c'est le British Medical Journal, qui à chaque fois qu'on se pose des questions, je dirais, d'éthique, d'intégrité, de sciences ouvertes, à chaque fois fait référence. En plus, il y a des séries d'articles qui posent très bien le problème avec la critique qu'aiment bien susciter nos collègues anglais. C'est là-dessus que je me dirais qu'il faudrait peut-être avoir comme boussole pour la science ouverte dans le domaine médical et notamment médical clinique. Bonjour, Nathalie Terret de l'Université de Rennes 1. Moi, j'avais une question. Je m'occupe d'école doctorale où quasiment maintenant, une équipe sur 2 me demande de faire en fait des thèses sous confidentialité et de ne pas laisser diffuser la thèse avec des clauses qui vont jusqu'à 2 ans renouvelables. Donc, je voulais savoir comment on prend ça. Est-ce que, effectivement, c'est normal pour tous les travaux qui n'ont pas encore été publiés, pour éviter justement que ça soit diffusé et récupéré ailleurs? Et quel est le message qu'on doit faire passer? Est-ce qu'on doit être pour ou contre ce type de réticence qui est vraiment grandissante? Maintenant, c'est quasiment 50% des gens me demandent ça. C'est dans le domaine... biologie santé. Ah oui, c'est vraiment beaucoup. Alors, est-ce que c'est, je vais aller être encore un peu plus précis, est-ce que c'est par exemple, parce que je sais qu'à Rennes, il y a de gros travaux en matière de perturbateurs endocriniens et d'environnement, environnement et santé. S'agit-il de cette question-là? Non, c'est pas du tout forcément pour ça. Et beaucoup sont souvent des chercheurs qui font de la recherche fondamentale et où les expériences sont très longues. Et effectivement, quand on met en place des lignées cellulaires, etc., les essais sont très longs. Et donc, ils ne veulent pas... et les tuilages entre les doctorants des petites thèses de 3 ans font qu'il y a toujours des travaux en cours. Si je posais la question, c'est parce que, effectivement, moi, je crois que je ne peux pas donner une réponse comme cela sans regarder de très près, je dirais, le sujet de recherche.
cette question-là, les thèses par exemple en physique ou astrophysique fondamentale, j'imagine que, puisqu'on a parlé de Hall, la question ne se pose pas du tout dans les mêmes termes. Donc vous donnez, je suis réticent à vous donner du haut de mes 1,82 m une réponse qui nécessite à mon avis une étude plus approfondie du sujet. Ça peut être justifié, ça peut ne pas être justifié aussi. Hein. Ça peut être une surprécaution. Bon, voilà. D'un autre côté, étant donné les lignées cellulaires, ce qui a été montré, si vous voulez, de la non-reproductibilité d'un certain nombre de résultats du fait justement de lignées cellulaires utilisées alors qu'elles étaient contaminées, que les gens savaient pertinemment qu'il y avait un problème avec les lignées cellulaires en question, mais qu'elles les arrangeaient dans la mesure où ils trouvaient les résultats qu'ils n'avaient pas envie de les refaire avec une lignée cellulaire vérifiée. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle je suis suspicieux. Bonjour, Jacques Ayèche de l'Université de Strasbourg. Dans l'analyse SWOT que vous faites, comment on peut anticiper, même plus l'émergence actuellement, mais les effets de la politique de la science chinoise, indienne, Amérique du Sud, en tenant compte en fait des menaces-opportunités ou dans le cadre des menaces-opportunités? Et est-ce qu'en fait, toute une pensée qu'on limite en fait à l'Europe et aux États-Unis, dans le cadre d'une science ouverte qui, par définition, est mondialisée, c'est pas trop réducteur par rapport en fait aux 10 prochaines années? Alors, c'est vrai qu'on en est tous conscients que la science chinoise a absolument explosé. C'est fantastique. On peut s'en féliciter. On peut s'en féliciter. On a vu cela pour le Japon. On a vu cela maintenant pour la Corée et pour la Chine. Je dirais qu'ils nous apportent aussi énormément de données. Je veux dire, on a toujours cette... Quand on parle de Chine et science, il y a tout de suite... attention, c'est vrai qu'il y a des problèmes. De l'autre côté, avec en plus le nombre de chercheurs qu'il y a, qui ont été formés aux États-Unis ou ailleurs, la science a progressé du fait d'un nouvel apport du Sud-Est asiatique. Alors, d'un autre côté, malheureusement, on est aussi très, très conscient qu'un Chinois va pouvoir avoir une promotion en fonction du type d'article, d'une revue dans laquelle elle va être publiée. Alors, c'est intéressant de voir les régulations qui se font. En Chine, il y a maintenant une régulation pour bannir un certain nombre de revues, notamment les revues prédatrices. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une réflexion qui se fait dans les pays européens, y compris le nôtre, sur le fait de savoir s'il ne faut pas exclure et définitivement telle ou telle revue. Ce qui pose quand même, je dirais, la question de la liberté du chercheur de publier. Donc la question, elle est complexe. Je dirais que, oui, dans les SWOT, on peut mettre la Chine à la fois comme un aiguillon, un moteur qui fait qu'il faut aller en avant, mais en même temps, il faut être quand même prudent et conscient, comme je viens de le dire d'ailleurs, qu'en sciences ouvertes, des données qui peuvent être réutilisées et avec des moyens bien supérieurs aux nôtres, eh bien, c'est quand même un certain danger. Et je comprends que dans un certain cas, on mette sous embargo un article ou une thèse. Voilà. C'est difficile. Je pense que j'étais plus interpellé dans le domaine de CRISPR, avec naturellement le traitement de ces deux jumelles, Lulu et Nana, qui ont été révélées à Hong Kong là, tout récemment. J'avais lu antérieurement les restrictions de type éthique que faisaient nos collègues chinois dans l'utilisation de CRISPR en termes de thérapie germinale à visée de réimplantation. Et donc, je n'ai pas été surpris par le fait que lorsque cette annonce a été faite à Hong Kong, eh bien, les autorités chinoises aient tout de suite réagi. Et je ne dirais pas parce que la communauté s'était émue, mais c'est parce qu'antérieurement, il y a une véritable éthique chinoise dans le domaine de CRISPR et de l'utilisation de ces techniques. Donc je ne voudrais pas qu'on... Voilà, je voudrais qu'on balance bien les choses et que
les Chinois sont conscients des questions éthiques et les traitent aussi, je dirais aussi de façon réellement rigoureuse. Michel Pernaut, Université Bordeaux-Montaigne et Réseau Intégrité Scientifique. Je crois qu'il faudrait aussi, on parle des articles, il faudrait aussi parler des livres. C'est-à-dire que dans un certain nombre de domaines qui ne sont pas forcément sur des problématiques mondialisées parce qu'on s'intéresse... Bon, moi je travaille en archéologie, c'est beaucoup plus... C'est pas, il y a une archéologie qui est mondialisée, il y en a, sur les origines de l'homme par exemple, il y en a une autre qui n'est pas mondialisée à la même échelle. Et je vois au niveau des presses universitaires des craintes en disant mais la science ouverte, que deviennent les presses qui éditent des ouvrages individuels ou collectifs? Je crois qu'il faut poser cette question-là aussi. Vous avez raison, les monographies, c'est pareil. Oui, vous avez tout à fait raison. Mais vous voyez, mes limites sont mes limites de ma connaissance en matière scientifique, de l'exploitation. J'ai des résultats plus dans mon domaine que dans l'autre. Mais ceci a été évoqué. Mais malheureusement, par exemple, il y a 48 heures, à l'Académie des sciences, comme on n'a pas de sciences humaines et sociales dans notre académie, j'ai regretté personnellement qu'il n'y ait pas eu justement ce type de discussion. Et nous raisonnons avec des communautés qui sont un peu en silo, hein, c'est un euphémisme. Donc, mais moi, je fais un appel régulier aux sciences humaines et sociales. Je suis un de ceux qui, à l'Académie, voudrait qu'il y ait des sciences, qu'il y ait beaucoup plus d'interaction avec les SHS et même nos collègues des sciences morales et politiques. Quand même, on siège dans les mêmes lambris dorés de la République. Donc, je regrette qu'on n'ait pas plus d'interaction. Alors là, vous prêchez plus qu'un convaincu. Oui, bonjour, Nicolas Ngo du ministère de la Recherche, dirige le département des relations entre sciences et société. Je vous remercie de cette intervention. Pour ce qui est de la science ouverte, je pense qu'il y a une dimension évidemment de partage et d'ouverture et de transparence vis-à-vis des pairs et d'autres chercheurs, donc ce qui est vertueux dans le sens de partage de les connaissances au sein de la communauté scientifique. Un des sujets auxquels je réfléchis, c'est aussi le sujet du transfert vers la société, c'est-à-dire du chercheur lambda au citoyen lambda, l'un n'empêchant pas l'autre d'ailleurs. C'est-à-dire que comment on peut rétablir ou restaurer une forme de confiance en la science. Alors bien sûr, vous avez parlé de sciences participatives et de toute la problématique des fake news qui a beaucoup secoué le paysage médiatique ces dernières années. Je pense que la science ouverte peut jouer un rôle, l'intégrité scientifique est nécessaire, mais comment tout ça s'articule? Alors, j'arrive pas bien à le formuler de façon très claire, mais en gros, ma question, ce serait, sachant qu'il y a un certain nombre d'acteurs de ce qu'on appelle la culture scientifique en France, en gros 1 millier de personnes, avec des structures comme Universcience, le Muséum, et puis des petites associations qui font un travail aussi sur le terrain assez remarquable. Comment on peut articuler toutes ces communautés pour faire en sorte que science et société puissent communiquer avec le maximum de confiance et voilà. Alors, votre question est celle que nous avons abordée dans le cadre du G7. Le G7 a plusieurs aspects. Il y a un volet science, il y a un volet environnement, il y a un volet économie, il y a un volet santé, etc. Et donc, nous sommes le pays hôte du G7 et donc, en tant que tel, l'Académie des sciences est responsable, si vous voulez, de recommandations. Et donc, nous avons, avec mes collègues des autres académies, travaillé sur 3 recommandations. La première concerne science et confiance. C'est exactement votre question. C'est pas non plus un hasard si j'ai mis cette diapo. La deuxième, c'est science participative, science citoyenne, pas un hasard. La troisième, c'est intelligence artificielle et société. Et ça se lit très bien parce que c'est, comme je l'ai dit au départ, c'est ce qui fait évoluer notre science aujourd'hui. Alors, comme c'est sous embargo, je m'arrête là. mais bien sûr qu'on tourne autour de l'éducation, de la formation, de la sensibilisation des publics très jeunes. Et ce que j'aimerais aussi, bien sûr, c'est la sensibilisation des grands médias qui me semble indispensable. Et je ne suis pas sûr qu'en France, on ait suffisamment de journalistes scientifiques ou de journalistes scientifiques de bon niveau. Il faut voir les émissions dans les médias. Même, alors franchement, là je vais m'énerver 2 minutes, mais si vous prenez une chaîne que je respecte beaucoup comme Arte,
Si vous regardez ce qu'ils ont fait sur l'hyperlipidémie, le cholestérol comme émission, c'est honteux. C'est honteux. C'est une émission qui était à charge contre, sans avoir réellement la possibilité d'avoir une discussion. Ben voilà un exemple pourtant et ça a été reproduit 2 fois à une heure de grande écoute. Donc là, je me pose vraiment des questions. C'est pas possible. Même si vous regardez une émission comme l'hypertension, ça c'est vraiment mon domaine que j'ai regardé exprès. Je me suis cassé la tête pendant 2 heures à écouter ça. Bon, bah franchement, on pouvait quand même faire mieux en 2 heures que de raconter avec un brassard à l'ancienne comment on prend la tension. C'est ridicule. Alors, moi, je ne peux pas tout faire, mais vraiment, il y a beaucoup à faire. Bonjour. Bonjour, Jérôme Calfon, Consortium Couperin. On parlait donc de la question de la livraison des données aux éditeurs ou des publications aux éditeurs. Ma question est sur le travail sur la légitimité et la légalité. Donc, vous avez parlé aussi des aspects juridiques. Comment travaillez-vous sur les questions de légitimité, donc d'un point de vue éthique, et de légalité, donc d'un point de vue juridique, sur la cession des données de publication, mais aussi des publications, mais aussi des données à des entités qui ne font que les recueillir sans les payer? Alors, ça, ce n'est pas vraiment mon domaine. Si Marin de la Cause veut répondre à cette question-là, j'en serais heureux. Mais honnêtement, là, s'arrête encore une fois ma compétence sur la légitimité, sur l'accès aux données et l'utilisation mercantile qui peut en être faite. On parle des données, c'est ça, explicitement? Je suis attentif, donc Marin Dacos, conseiller pour la science ouverte du directeur général de la recherche et de l'innovation. En fait, une des choses, c'est pas une remarque sur toi, mais en général, on a tendance à glisser entre dire données, publication, données. C'est des objets très différents. Évidemment, la publication est une donnée techniquement. Il y a des métadonnées sur les publications, des métadonnées sur les données, évidemment. Mais il faut faire toujours très attention collectivement à bien séparer les 2 objets parce que c'est des objets très différents et qui, d'un point de vue légal, n'ont pas le même statut. Et du coup, pour les publications, la publication appartient aux chercheurs, par une exception au régime du droit d'auteur. Mais je ne t'apprends rien, mais tu poses la question pour qu'on l'aborde. Par conséquent, c'est le chercheur qui a le droit et qui est le seul à avoir le droit de céder, exclusivement ou pas. Et on trouve qu'une cession exclusive n'est pas la meilleure option. Bien. Et l'État a décidé de lui donner un droit supplémentaire en 2016 en lui disant qu'il a, même s'il a cédé à titre exclusif à un éditeur, il a quand même le droit de déposer dans une archive verte au bout de 6 à 12 mois sa version, son manuscrit auteur accepté. Pour les données, il y a une chose qui n'est pas connue en général, c'est qu'il n'y a pas d'exception comme pour les articles. Et par conséquent, la loi générale s'applique et donc les données appartiennent aux financeurs. Et à partir du moment où les données appartiennent aux financeurs, il est impossible aux chercheurs de les céder puisqu'ils ne les possèdent pas. Ils les cèdent, ils croient les céder. Hein. Quand ils confient à Mendeley Data des données, ils donnent un droit exclusif ou non exclusif, il faudrait regarder. Mais en fait, ces données ne lui appartiennent pas. Donc il peut les céder, mais en réalité, on est dans une situation totalement paralégale hein, où le propriétaire, qui est, allez, simplifions le CNRS ou une université, son employeur, pour le dire vite, n'a donné aucune autorisation. Et comme elle n'a rien cédé, il n'y a pas de transfert de propriété. Donc il y a d'énormes gisements de données qui sont actuellement gérés par des acteurs qui n'en ont pas le droit. Ce n'est pas pour ça que la Terre va s'arrêter de tourner. Mais de facto, il y a une bizarrerie. Donc on a un levier sur les données que nous n'avions pas. Je le présente, du coup, ce n'est pas un problème pour moi, c'est une opportunité de reprendre un peu de souveraineté et de contrôle, d'avoir une politique publique sur les données de la recherche. Alors, j'ai annoncé ça dans un colloque au musée du Quai Branly sur un autre sujet. Et il y a quelqu'un dans la salle, on me l'a rapporté après, parce que la personne n'en a pas parlé devant le micro, qui a dit à sa collègue « C'est la raison pour laquelle je vais sur mon terrain en prenant des photos avec mon appareil photo personnel. Comme ça n'appartient pas à mon université. » Bien. Alors là, on est tout de suite on est à la limite des questions d'intégrité, parce qu'on parle beaucoup de sciences ouvertes, pas assez d'intégrité jusqu'à présent, à mon avis. Mais
on voit bien que là, il y a une méconnaissance totale du droit par la personne. La personne est en train de travailler. Et donc, à moins que ce soit le dimanche, qu'elle aille aux archives et faire son terrain le dimanche, c'est pas l'appareil photo qui fait la propriété. Hein. D'accord ? Donc, vous voyez bien qu'il y a des arrangements. Et, ben oui, c'est une approche absolument. Donc, c'est la raison pour laquelle, et je termine cette réponse, c'est la raison pour laquelle on pense que la première chose qu'il faut qu'on fasse, c'est que dans les écoles doctorales, et c'est écrit dans le plan, il y ait un enseignement d'une formation sur les questions de sciences ouvertes. Et la question de sciences ouvertes, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Sur l'intégrité, je ne me permettrai pas, bien entendu, mais je sais qu'il y en a. Mais à l'intérieur, il y a notamment une initiation à ce que c'est que la propriété intellectuelle et les différents régimes de propriété intellectuelle. Parce que sinon, on n'y comprend rien. Et là, on est en train de négocier avec un grand éditeur qui nous invente des licences sur des documents en faisant des nuances. Comment appelle-t-on ça ? Il y a un terme très, très méchant, des nuances extrêmes qui sont inaudibles par le chercheur. Inaudibles. Là, on a déjà 3 statuts de documents pour les publications. Le manuscrit déposé, le manuscrit accepté, la version éditeur, et maintenant on est en train d'inventer d'autres statuts intermédiaires, et l'auteur ne peut pas s'y retrouver. Donc non seulement il faut que le paysage soit très clair, il faut qu'on forme les collègues et qu'on se forme à la propriété intellectuelle, c'est un sujet très complexe, mais en plus il faut que l'écosystème de services dans lequel on plonge les chercheurs soit cohérent et simple. Et évidemment, vous avez compris que ce n'est pas très simple. C'est d'autant moins simple que quand je dis le financeur, je simplifie, puisqu'en général, il y a 20 ans d'histoire sur une base de données, avec 17 interventions de 15 équipes de gens de statuts différents, avec des thèses chiffres au milieu, etc. Enfin, c'est un pataquès innommable. Donc là, le détricotage des statuts de propriété intellectuelle sur les données de la recherche, c'est un sujet qui va nous prendre longtemps et dont chaque établissement doit se saisir pour mettre en place une politique claire. C'est la raison pour laquelle, et je termine, on invite les établissements à se doter d'un administrateur des données pour qu'il y ait quelqu'un qui réponde à la question et qui puisse réfléchir à cette question en articulation avec le réseau des administrateurs des données qu'on va créer, sous la houlette de l'administrateur ministériel des données qu'on va créer au ministère. Merci. J'avais une petite question brève. Comme on est dans c'est Antoine Triller, référent intégrité scientifique de PSL depuis quelques semaines, donc j'y connais rien du tout. Donc voilà. Donc, mais quand même, j'écoute, je m'instruis beaucoup. Je sais qu'il faut être honnête. Bon, ça se limite à ça, quoi. Et donc, mais comme on fait dans la science ouverte, j'ai fait quelques photos tes diapositives. Et il y en a une qui m'a particulièrement interpellé. C'est celle où tu as montré les données qui viennent de l'Université d'Utrecht sur les nouvelles voies de la communication académique. Et ce qui m'a interpellé là-dedans, c'est la relation avec l'évaluation. Parce que, bien entendu, la manière dont les chercheurs sont évalués vont guider leur comportement. Et il se trouve que mon expérience de l'évaluation, qui là est plus grande que celle de l'intégrité, si je puis dire, c'est qu'ils sont évalués selon la première voie, c'est-à-dire selon la voie ancienne. Et aujourd'hui encore, on a eu un comité du CGI hier ou avant-hier dans mon LabEx. C'est la première voie qui a compté. C'est la deuxième, ça n'a jamais été évoqué. Voilà, donc cette question de l'évaluation est très complexe. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Dans le cadre de la science ouverte, c'est très compliqué. Et je pense que ça guide en réalité le comportement des chercheurs. Voilà. Donc ma question, c'est comment fait-on, comment articule-t-on l'évaluation avec ces nouvelles règles sur la science ouverte? Je dirais que l'évaluation des chercheurs dans les domaines mathématiques, physiques, en archives ouvertes, est une évaluation qui se satisfait. Voilà, donc, au moins, on a un point de repère. Je ne dis pas qu'en sciences de la vie, ce sera aussi simple et aussi facile, mais en tout cas, il y a un point de repère. L'évaluation, elle est faite en pratique, en sciences ouvertes. C'est vrai pour l'informatique aussi. C'est vrai à telle enseigne que, encore une fois, à l'INRIA, il n'y a pas, si je ne m'abuse, Michel, il n'y a pas autre chose que la consultation sur HAL des logiciels, des outils informatiques qui ont été déposés là. Donc, c'est peut-être quelque chose vers laquelle on peut penser en dehors des
des réflexions classiques qu'on peut avoir sur l'évaluation avec la déviation, la déviance plus exactement, qui a été apportée par les facteurs d'impact que tout le monde maintenant est prêt ou a aboli d'une part, et d'autre part la relativité aussi que l'on met dans les facteurs de type H-index, etc., de type personnel, la nécessité de limiter le nombre de publications proposées lors d'une évaluation pour un chercheur ou pour une équipe. Je dirais que pour dire aussi, c'est que à l'heure actuelle, la communauté européenne accepte les données en archives ouvertes comme étant une publication. Et ça, c'est un point important parce que, et aux États-Unis, pareil, je crois. C'est-à-dire qu'avant, il fallait avoir démontré par publication qu'on avait avancé dans le sujet. À l'heure actuelle, c'est possible d'utiliser les archives ouvertes. Bon, c'est un progrès. Espérons qu'il se maintiendra et qu'il progressera encore. Peut-être la dernière intervention. Merci. Jean-Paul Barthès, Université de Compiègne. La recherche est organisée en laboratoire actuellement. Est-ce que dans le nouvel environnement de sciences ouvertes, vous voyez un changement dans le rôle et la position des laboratoires? C'est-à-dire qu'il y a laboratoire et laboratoire, il y a des grands laboratoires, des petits laboratoires, il y a des équipes dans des laboratoires. Donc, j'ai du mal à répondre à votre question. Moi, avec 40 ans de recherche, j'ai vu Big is Beautiful, Small is Beautiful, et ce sont des cycles qui suivent finalement de façon décennale, j'ai l'impression, qui rythment la recherche. Donc là-dessus, j'ai un point d'interrogation. Ce qui m'a plus intéressé, et c'est pour ça que j'insistais sur la science participative, c'est qu'il y a une recherche hors mur, comme on dit réellement. Ça, c'est un sujet qui pourrait être intéressant dans le cadre un jour de colloque, parce que voilà, comment évalue-t-on cette recherche? Quel est son effet? Comment peut-on s'assurer de son intégrité? Comment s'assurer qu'elle ne soit pas pillée et dévoyée? Dévoyé, hein, parce que, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous savez, il y a des gens qui s'injectent il y a un type qui s'appelle... enfin, il y a une possibilité de récupérer des outils pour faire chez soi une biologie de garage. Alors ça, je ne sais pas si on appelle ça un laboratoire, mais il y a une biologie de garage où vous pouvez acheter la technologie CRISPR pour bricoler vos bactéries comme vous l'entendez. C'est sur le net, hein, j'ai les références. Et Church, qui est un grand généticien, a appuyé, je dirais, cette démarche qui va jusqu'à ce qu'un type se soit injecté dans un bras un placebo, et de l'autre côté, un gène trafiqué qui intervient dans la croissance musculaire, la myodystrophine, pour voir s'il pourrait y avoir une différence entre le bras droit et le bras gauche. Ça devient dangereux quand même. Hein. Juste peut-être deux compléments sur les séances participatives. Nous avions prévu effectivement d'aborder ce sujet dans le même format que celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire les relations entre sciences ouvertes, la partie participative, sciences participatives des sciences ouvertes et l'intégrité scientifique. Et nous organiserons certainement un autre colloque sur ce thème, j'imagine, d'ici à peu près une année. Olivier, sous ton contrôle. La deuxième chose, c'est que moi je retiens effectivement de tous ces échanges qu'il y a des actions, que la situation est complexe, mais qu'il y a des actions possibles. Au niveau des établissements, certainement renforcer la capacité de pilotage et la capacité politique des établissements avec des personnes qui soient spécialisées dans l'intégrité comme dans la science ouverte, comme dans la gestion des données, l'administration des données. Donc ça, je crois que c'est un élément. Le deuxième élément, c'est certainement la partie formation. Et les écoles doctorales ont un rôle majeur et l'accompagnement des écoles doctorales est quelque chose de tout à fait central. Et puis le troisième élément, c'est de continuer à avoir des colloques de ce type-là pour partager ensemble des expériences et des